that turn on the right, left side of the tires right down the... 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour Kevin Nguga. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je rappelle que l'on se connaît déjà depuis un certain moment. Oui, donc, tout à fait. On peut se tutoyer, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de souci. Tu es sur une chaîne internet qui s'appelle Trofink Media. Ouais. On te reçoit, nous avons tenu à te recevoir, à faire cette interview pour parler des étudiants africains Ouais. en France. On parlera actualité, on parlera aussi des pistes Mhm. liées à ton métier en faveur du Congo. D'accord. Donc, mais pourrais-tu te présenter pour nos auditeurs succinctement? Alors, je suis Kevin Ngunga Makiedi. Je vais le dire de manière complète. J'ai 29 ans, donc dans quelques jours, j'aurai 30 ans. Je suis Bon marié. anniversaire d'avance. Merci. Je suis marié, père de 2 enfants. J'habite en Île-de-France. Et j'ai un master en droit des affaires internationales. Et ce qui fait que je travaille aujourd'hui en tant que gestionnaire SARVI. Donc SARVI qui veut dire Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, qui est un service dans l'organisme qu'on appelle Fonds de garantie. Donc j'expliquerai peut-être dans la suite à quoi ça sert et tout ça. Et à part ça, je suis secrétaire de 2 associations, Jardin de l'Espérance et puis l'association Grand Cœur. Le Jardin de l'Espérance œuvre au Cameroun et Grand Cœur travaille au Congo. Et à part ça, je suis un chrétien croyant et prédicateur de la bonne nouvelle. Ah bah c'est bien. C'est bien. Jardin d'Espérance, c'est pourquoi au fait l'association s'œuvre pourquoi? En faveur de toutes ces personnes qui sont en quête, je veux dire, d'espérance et que le monde a rejeté parce que soit ils sont pauvres, soit ces personnes se sentent abandonnées parce que orphelins, parce que veuves, parce que pas de moyens. Et il y a plusieurs cas en fait. C'est pas spécifique en tant que tel, bien qu'il y a des spécificités, mais c'est plus en faveur de toutes ces personnes qui sont un peu comment on peut les appeler, les rejetés de la société. Des démunis, voilà, personnes démunies, on va dire. D'accord, merci pour la présentation. On va commencer l'interview. Première question. Ouais. Tu es venu en France pour les études. Mhm. Tu as fini tes études. Ouais. Et tu as choisi de rester. Pourquoi ces choix? Ce choix m'a été, on va dire, imposé par la force des choses. Parce qu'au cours de ma scolarité, j'ai rencontré mon épouse. Oui. Donc j'ai eu des enfants, je me suis marié, on a eu 2 enfants. Et je ne peux pas de manière brusque rentrer au pays. Quand bien même j'ai cette forte envie d'y rentrer, d'y retourner, on en parlera tout au long de l'émission. J'ai vraiment cette forte envie d'y retourner. Mais bon, mon épouse n'étant pas congolaise, comme moi, qui suis congolais, ne connaissant pas l'Afrique, donc il faut la préparer les enfants et moi-même aussi me préparer. C'est un travail en plus. C'est un travail en plus. Donc ça fait quand même, je suis en France depuis 2011, donc l'Afrique que j'ai laissée n'est plus la même. Oui. Donc il faut que moi-même je me réhabitue. 2020, ça fait quasiment 9 ans. 9 ans à peu près. Donc certainement tu as perdu les repères. J'ai perdu les repères. Je l'ai compris quand je suis parti en 2019, c'était la première fois depuis que j'étais arrivé. Et c'est là que j'ai vu un peu le décalage qu'il y a entre l'Afrique que j'ai laissée autrefois, enfin le Congo surtout que j'ai laissé autrefois, et la personne que je suis devenue. C'est vrai qu'en étant au Congo, j'étais un peu petit aussi. Il y avait des choses que je ne pouvais pas comprendre et percevoir et voir. Et en y allant, j'ai compris certaines choses avec aussi la vision que j'ai actuellement du monde, quoi. D'accord. Je voulais savoir, au fait, quand je regarde un peu tout autour de moi, tous ces jeunes qui sont venus en France, aux États-Unis, qui sont aux États-Unis pour les études, qui au final font le choix de rester. Si on comptabilise un peu tous ces mondes-là, n'est-ce pas, c'est un coup de couteau dans le dos de la maman Afrique? Non, je ne pense pas que ce soit un coup de couteau dans le dos de la maman africaine, parce que ce n'est pas parce qu'on a quitté l'Afrique que l'Afrique nous a quittés.
Nous représentons en quelque sorte l'Afrique partout où nous allons. Et quand vous regardez, moi j'ai été avec des étudiants africains, que ce soit en Europe ou même j'en discute un peu partout ailleurs, on a toujours cette pensée pour l'Afrique. C'est une pensée, mais en termes d'action, il n'y a rien. En termes d'action, il n'y a rien parce que déjà ce sont des étudiants. Et deuxièmement... J'ai dit bien, ce sont des étudiants qui ont fini leurs études. Justement. Et ont fait le choix de rester. Je vais y arriver. Après, il y en a qui ont fait le choix de rester parce qu'ils ne trouvent pas comment je peux dire, de sécurité. Et quand je parle de sécurité, elle n'est pas seulement sur le plan physique parce qu'il y a la guerre, mais de sécurité financière, de sécurité sur le plan de l'économie. Ils ont peut-être un travail, bon, comme moi je suis marié, donc ils se disent pourquoi rentrer en Afrique alors que voilà. Mais comme j'ai dit, c'est pas parce qu'on a quitté l'Afrique que l'Afrique nous a quittés. On continue de la représenter, on continue de porter en fait les valeurs de l'Afrique partout où nous sommes. Est-ce que c'est pas une sorte de trahison ça? C'est pas une trahison, c'est-à-dire que l'Afrique ne peut rien vous donner, donc non, on la laisse un peu telle quelle, quoi. Après, le visage du monde actuel a changé. Le monde n'est plus comme il était avant, où il n'y a que l'Afrique, il y a l'Europe et il y a l'Asie. Mais aujourd'hui, on est dans un univers assez mondialisé. Avec la mondialisation, on est obligé de conjuguer avec toutes les cultures. Et maintenant, c'est là où on ressent, où on voit ceux qui portent l'Afrique et ceux qui la rejettent carrément. Je vous donne un exemple, nous sommes en France. La personnalité sur le plan musical qui est la plus suivie, ce n'est pas un Français d'origine, c'est un Africain. La plupart de ceux qui vendent des disques en Europe, ce sont maintenant des Africains. Et quand on voit la manière dont ils chantent, la manière dont ils dansent, les sonorités sont des sonorités africaines. À qui tu fais allusion? Je parle par exemple de Maître Gims, de la dame, comment elle s'appelle, Aya Nakamura par exemple, et plein d'autres. On sent les sonorités africaines dans leurs chansons. On sent les sonorités africaines dans leurs chansons. Entre-temps, c'est la France qui en profite, c'est pas l'Afrique. Bon, la France en profite parce que par la force des choses, la France met les moyens pour en profiter. Mais quand ces personnes arrivent à avoir un passage un peu dans le vide ou bien il y a un scandale qui éclabousse, on sent très vite qu'on leur fait comprendre que vous n'êtes pas si français que ça. C'est-à-dire que, on va dire par exemple Maître Gims, bon, lui n'est pas encore français, donc il est congolais, on va dire l'artiste d'origine congolaise, on lui renvoie dans ce qu'il est comme origine, entre guillemets. Mais en même temps, le problème aussi réside sur le fait que les dirigeants africains ne mettent pas assez de moyens pour promouvoir ces artistes qui sont à l'étranger. Les dirigeants africains n'aident pas ces jeunes qui fuient l'Afrique et qui viennent s'installer en France. On reviendra sur les dirigeants africains. On dit que les civilisations se constituent avec des gens qui prennent des risques. Ouais. Quand tu dis on est ici parce qu'il y a un peu de sécurité, c'est parce que tu ne veux pas prendre des risques et les jeunes ne veulent pas prendre des risques. Donc c'est-à-dire que l'Afrique n'avancera pas. Non, je ne pense pas comme ça. C'est-à-dire que déjà ces jeunes qui ont quitté l'Afrique pour venir s'installer en France, ils sont quand même courageux parce qu'ils ont quitté leur culture, leur famille, les amis, l'environnement, ce qu'ils aimaient, pour venir s'installer dans un pays qu'ils ne connaissent pas, où ils doivent apprendre la culture, peut-être même la langue. Bon, nous, on a la chance au Congo, je peux appeler ça chance par rapport à la France, parce qu'on parle français, on a été éduqué et instruit en français. Je prends le cas d'un Nigérian, par exemple, qui parle anglais. Oui. Prends les cas d'un Angolais, il parle portugais. Il arrive en France, il est obligé de réapprendre la langue. Oui. C'est un risque qu'il prend. Il ne sait même pas si ça va marcher. Il ne sait même pas s'il va réussir. Et parfois même, il ne réussit pas. Donc je pense qu'il y a peut-être même plus de risques de quitter son pays, d'aller dans un autre pays, que de rester dans ce pays et ne pas rentrer dans son pays d'origine qu'on connaît. Tout à l'heure, ça profite à la France, ça ne profite pas à l'Afrique. Comme j'ai dit. Tu ne vois pas que c'est fait à des fins. On est en train de nourrir un système et appauvrir un autre. Non, je pense que c'est... Je vais y revenir sur ça quand même. Ce sont les dirigeants africains qui s'appauvrissent eux-mêmes parce qu'ils acceptent d'être des valets des dirigeants occidentaux.
C'est ça le drame. C'est ça simplement le drame. On n'arrive pas à admettre ce que l'on est, à faire en sorte que ceux qui partent de les soutenir, à faire en sorte même que ceux qui sont dans le pays, de pouvoir les soutenir. Après, évidemment, je peux être d'accord avec... Il y a pas mal d'initiatives. On voit le Rwanda, on voit le Ghana. Mais on voit ces pays-là émerger parce que, quelque part, c'est pour ça que j'allais dire... politique. Voilà, là où j'allais te rejoindre un tout petit peu, je prends les cas de la Libye, par exemple. La Libye, c'est un pays où, ici en France, on ne voyait pas d'immigrés libyens. Il n'y en avait presque pas. Mais maintenant, on en voit. Pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'il y a eu une guerre qui a eu des soubassements ici, là où nous nous trouvons. Et on a détruit la Libye. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des Libyens en France. Alors que j'en ai discuté avec quelqu'un qui était très bien, avait sa maison, sa voiture, son travail, avait toute une sécurité. Mais aujourd'hui, se retrouve en insécurité. Et l'Afrique, malheureusement, souffre de ça, souffre de cette insécurité qui est provoquée par ceux qui dirigent le monde et qui est favorisée par ceux qui dirigent l'Afrique. Parce que ceux qui dirigent l'Afrique vont gagner des petites miettes et ceux qui dirigent le monde vont amasser toutes les ressources. Je parle par exemple au Congo, il y a la guerre à l'Est, mais ça ne profite pas aux Congolais, ça profite non pas aux Africains encore moins, ça va profiter aux sociétés multinationales, Apple et j'en passe, pour ne pas les citer. On est aussi soumis en quelque sorte, on accepte cela, les peuples, il n'y a pas de revendication. Bon, le peuple peut revendiquer, mais je pense que le peuple peut revendiquer. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le problème, c'est qu'un peuple, pour arriver à revendiquer ça, ces droits-là, il doit déjà savoir qu'il a droit à quelque chose. Oui. Pour arriver à revendiquer, il faut savoir qu'on a droit à quelque chose. Mais il n'a pas ce savoir-là, parce qu'on ne veut pas qu'il ait ce savoir-là. Je parle du cas... C'est qui doit transmettre ces savoirs? C'est ceux qui dirigent le pays. Ceux qui dirigent le pays, parce que je prends le cas du Congo. Il y a une guerre à l'Est. Cette guerre a commencé depuis des années 90, je vais dire ça comme ça. Mais ça a fait à peu près 8 millions de morts. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, on n'en parle toujours pas. Et les Congolais qui vivent au Congo ne savent même pas qu'il y a une guerre à quelques kilomètres. C'est comme si on est ici à Paris et à Toulouse il y a une guerre et moi je ne le sais pas. Parce qu'il n'y a pas de communication et parce qu'on ne veut pas et parce qu'il y a des complices de cette guerre dans le pays, malheureusement. Donc c'est-à-dire que les jeunes africains sont un peu victimes, comme tu dis, du choix des valets, comme tu appelles, de ces papis qui sont au pouvoir depuis une éternité. Mais comment procéder, à ton avis, pour les déloger, vu qu'on ne peut pas composer avec ces papis au pouvoir? Je pense que ça vient avec le temps et justement aujourd'hui il y a des jeunes qui arrivent à comprendre comment fonctionne le monde et pas seulement l'Afrique mais le monde. C'est comme tu as dit que les jeunes africains n'étaient pas si courageux que ça parce qu'ils ont accepté d'habiter en France, mais je prends le cas, je sais que ça va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais je prends le cas du cheval de Troie. Le cheval de Troie, il est rentré là où il y avait la guerre. Et c'est là où il y a la guerre qu'il a réussi à massacrer ceux qui étaient là. Bon, je sais que la comparaison elle est peut-être rude, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on sait que ceux qui dirigent le monde sont à l'Occident. Donc il faut composer avec pas forcément composer avec ces gens-là, mais comprendre un peu d'où vient leur intelligence. Quelle est la source de leur intelligence. Parce que eux, c'est ce qu'ils ont fait pour mater l'Afrique. L'Afrique, quand elle était très forte, ceux du Nord ont cherché à savoir comment ceux du Sud arrivaient à être puissants. Donc, ils ont envoyé les intellectuels, des jeunes intellectuels, en Égypte. On a eu, à partir de là, la culture gréco-romaine. La culture gréco-romaine, et aujourd'hui, qui a donné naissance à la culture occidentale, et le paroxysme de la culture égyptienne. Il y a quand même une certaine différence. Et ils ont envoyé des gens en Afrique pour étudier et récupérer certaines valeurs, certaines connaissances, certains savoirs. Mais les jeunes qui viennent ici et qui choisissent de rester,
à ton avis, tu ne penses pas que lorsqu'on choisit de rester, on vit ici, on ne finit pas par vivre dans les idées des autres, on nourrit les capitalistes? Vivre dans les idées des autres, je pense que déjà, en étant en Afrique, malheureusement, on vit déjà avec les idées des autres. Hein. Je prends le cas de la mondialisation aujourd'hui, fait que la France qu'on ne connaissait pas, on la connaît aujourd'hui. Oui. On la connaît aujourd'hui, non pas parce qu'on y vit, mais même parce qu'on le voit à la télé. Donc on sait, et au-delà de ça, avant même qu'il y ait cette mondialisation assez poussée, quand vous prenez un manuel d'un enfant qui est scolarisé au Congo par exemple, vous allez apprendre, on apprend à cet enfant la place de la Bastille, on apprend à cet enfant les héros européens. C'est ce que je disais, on est con, le peuple est con. Non, c'est pas le peuple, mais c'est ceux qui dirigent, parce que le peuple ne fait pas sa scolarité tout seul. C'est ceux qui dirigent. Et tu penses qu'ils n'ont pas compris cela, c'est ceux qui dirigent? Justement, ceux qui dirigent, comme j'ai dit, sont des valets. C'est-à-dire que l'homme, je veux dire ça comme ça, le colonisateur, le colon est parti, mais il ne voulait pas partir. Il est parti sans partir. C'est-à-dire il est parti, il a laissé des gens qui l'ont formé. Donc ces gens-là ont été formés par le colon. Et ces gens-là ne peuvent transmettre que ce qu'ils ont reçu du colon. Parce que ces gens-là, ils ont grandi avec le colon, ils ont vécu avec les colons, ils ont été éduqués par le colon parce qu'ils ont été dépossédés de leur savoir spirituel, de leur savoir économique et même de la capacité de gérer leur propre terre. Là, tu abordes un très bon sujet, ça va. Dépossédés de leur savoir spirituel. On y reviendra. Quand tu parles de ces gens-là qui sont au pouvoir, faut-il couper les têtes? Bon, couper les têtes, c'est peut-être trop dire, mais si on peut imager, bien sûr. Bon, d'ailleurs, c'est ce qui a été fait en France de manière un peu sauvage, et ça aboutit aussi à la Révolution et à tout ce qu'on sait, mais de manière un peu, on va dire, on va imager ça, couper les têtes, en ce sens que ces gens-là doivent partir, bien évidemment que si. Mais attention, il faut être sûr que la révolution qui est menée est vraiment menée par les Africains eux-mêmes. Parce qu'il y a des révolutions qui sont toujours provoquées par ceux qui dirigent. Ouais. Parce qu'il y a la loi de la thèse et de l'antithèse. Celui qui maîtrise la thèse et l'antithèse, il a tout gagné. Sauf que ceux qui ont une longueur d'avance savent comment maîtriser la thèse et l'antithèse. C'est-à-dire que j'ai la majorité, celui qui dirige, il est entre mes mains, et je vais provoquer une opposition pour mettre la pression à celui qui dirige. C'est ce qui se passe, malheureusement, en Afrique. C'est la raison pour laquelle même l'opposant qui va arriver au pouvoir va répéter les mêmes erreurs que celui qui était... Comment mettre fin à tout ça? C'est ce que je dis, il faut qu'il y ait une jeunesse qui a conscience des choses. Cette jeunesse qui reste ici et qui travaille ici. Qu'elle soit ici ou bien qu'elle soit en Afrique. Moi, je prends le cas d'Israël. Israël a été bâti, construit par sa diaspora. C'est la diaspora qui a permis, en quelque sorte, à l'épanouissement d'Israël jusqu'à ce qu'il y ait ce retour massif. Jusqu'aujourd'hui, il y a maintenant ce retour. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui qui se mettent en avant. On a des gens qui ont pris la résolution de repartir au pays. On a aussi des gens qui, en étant ici, arrivent à faire des choses en Afrique. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. On est dans un monde où il y a de plus en plus des collapsologues. C'est courant qui croient à l'effondrement du système. On en voit avec la Covid-19, les finances, l'économie. Plusieurs paramètres sont modélisés et selon certains climatologues, l'Europe sera submergée par les migrants africains. Et en même temps, certains Africains, certains panafricanistes demandent plutôt à ceux qui sont ici, en Occident, bien évidemment, de rentrer en Afrique. Est-ce que tu penses que les Africains doivent penser à retourner en Afrique? Je pense que c'est une nécessité. Moi, je l'ai dit, c'est un choix que j'ai fait de rester ponctuellement, parce que par la force des choses, l'amour, on ne le choisit pas. On ne choisit pas la personne avec qui partager sa vie, quand bien même il y a certaines personnes qui choisissent de manière un peu clanique, tribale et tout ce qui s'ensuit. Mais n'empêche, dans mon cas, j'ai choisi de rester ponctuellement le temps de préparer mon retour.
Maintenant, il y a ceux qui ont la possibilité de rentrer et qui sont déjà rentrés. Ouais. Et moi, je conseille à tout celui qui veut rentrer de rentrer. Pourquoi? Parce que, je vais le dire aujourd'hui, l'Afrique est l'avenir du monde actuel. L'Afrique, je vais emprunter les mots de Manuel Valls pendant la campagne des Républicains qui est de l'année, je crois, il y a 3-4 ans, je crois, qui a dit pendant un discours que l'Afrique est l'avenir de la France. Ça veut tout dire. Quand vous allez en Afrique, aujourd'hui, la plupart des terres agricoles sont rachetées par des Chinois. Oui. Qui, pas que, même pas des terres rares, même des terres rares. Avec des métaux rares. Exactement, qui sont rachetées par des Chinois. Parce qu'ils savent que l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, on a les voitures électriques, mais J'ai comme l'impression qu'il y a des Africains qui ne savent pas ça. Mais parce qu'on ne veut pas les informer et parce qu'eux-mêmes ne veulent pas le savoir. Donc les Africains sont distraits. J'ai pas envie de dire que parce que c'est pas tous les Africains. Oui. Ce qui se passe actuellement, c'est quelque chose de mondial en fait. Vous avez en France, par exemple, des gens qui ne savent pas ce que l'élite est en train de préparer et de faire. Il y a des gens qui subissent ça. Mais la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont la capacité de s'informer. C'est-à-dire, s'il veut s'informer, il va s'informer. Il y a Internet, il y a tout ça. Mais vous prenez le cas du Congo. Déjà, Internet, c'est une denrée rare. Donc, c'est très difficile d'avoir Internet. Donc, comment tu vas t'informer? Tu t'informes que par les médias, au travers des médias. Mais qu'est-ce qu'on te montre dans les médias? Maintenant, ceux qui sont ici en Afrique et qui sont venus ici en Europe, qui n'ont jamais eu cette envie de s'informer, qui n'ont jamais eu cette envie, cette passion pour le savoir, en étant ici où il y a le plaisir, il y a la distraction, elle est vive et vivante, ben, on n'aura pas cette envie d'aller s'informer. Tout à l'heure, tu parlais des jeunes en Afrique. À l'annonce du déconfinement au Congo, par exemple, je prends le cas du Congo parce que j'ai vu les images. On a vu une population en liesse parce que les bars devaient réouvrir. Je repose encore la question, on est un peu plus trop con. Non, je crois que c'est un professeur, M. Kamana, je crois, qui a parlé de l'imbécilisation collective du peuple congolais. Il a parlé de la musique, la religion et les médias. L'imbécilisation collective. Ça veut dire que, vous savez, ceux qui détiennent ces brasseries, ce n'est pas des Congolais. Exactement. Ce sont des sociétés étrangères, donc occidentales. Et ces sociétés savent que si l'Afrique se réveille, et particulièrement le Congo, comme l'a dit Frantz Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, c'est-à-dire que si les Africains, les Congolais en particulier, se réveillaient, ça va être un retournement de situation. Ça va être une remontada, comme on le dit dans le langage footballistique. Donc, ces gens-là doivent être abrutis. Ces gens-là ne doivent pas savoir. Donc, il faut qu'on les empêche. On a crétinisé la population. Et ceux qui dirigent, déjà ceux qui dirigent, d'où viennent-ils? Ceux qui dirigent, d'où viennent-ils déjà? La plupart de ceux qui dirigent n'ont pas eu un cursus normal, il faut se le dire. N'ont pas eu un cursus normal. Ils ont été cooptés parce qu'il est le petit frère de tel, parce qu'il est de la même tribu de tel, ou parce qu'il a fait la guerre, et il est coopté, donc il ne sait pas. Il n'a jamais géré, peut-être il n'a même pas géré sa maison. C'est des gens qui triomphent au pouvoir avant de triompher dans les idées. Exactement. Donc, une personne qui est là, comme ça, il aura peur de perdre ce fauteuil-là parce qu'il n'a rien d'autre que... En fait, il n'a rien bâti de sa vie de manière sérieuse, à part faire la guerre pour avoir ce qu'il a. Quand il est là, ben, il ne quittera pas le pouvoir. Il va rester là. Et peu importe ce que vous pensez de lui. D'ailleurs, il fera en sorte que vous ne sachiez pas qu'il est faible. Quelqu'un... C'est ça même l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est de conduire son ennemi vers une fausse cible. C'est-à-dire, c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Donc on ne sait pas que c'est moi le problème. Et l'art de la guerre, c'est aussi de ne pas permettre à son ennemi de connaître ma faiblesse. Donc je dois lui faire croire que je suis fort alors que je ne le suis pas. Parce que s'il sait que je suis fort, il m'a vaincu. Donc je dois empêcher qu'il le sache. Or, le peuple qui ne sait rien ne pourra pas revendiquer ses droits, comme j'ai dit. Ne pourra pas faire triompher son pouvoir.
le pouvoir revient au peuple, par le peuple, mais ce peuple-là doit savoir. Mais est-ce que le peuple sait ce qu'il a comme pouvoir? Je parlais tout à l'heure de déconfinement. J'ai vu aussi certains pasteurs au Congo s'en prendre aux autorités parce qu'on a ouvert les bars et pas des églises. Qu'en penses-tu? Alors là, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué dans le sens où il faut voir ça de deux façons. Il y a des gens qui ont cette... Comment je peux dire? Il y a des gens qui aiment se retrouver en communauté et communier ensemble et qui ressentent ce manque-là. C'est tout à fait normal. Mais il y a également je vais le dire, des faux pasteurs qui s'enrichissent sur le dos de ces fidèles en leur demandant dîmes, offrandes et toutes ces choses-là, et qui ressentent ce manque à gagner parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent rien faire d'autre que gagner en trompant les autres. Ils gagnent la vie facilement. Facilement, parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Et pour être riche au Congo, c'est la politique. Pour être riche au Congo, il faut ouvrir une église et puis après triompher au travers de l'ignorance de l'autre. Or, quand on va même dans les Écritures, ce n'est pas ce qui est dit. Ces gens-là qui pensent comme ça ne représentent pas Christ, parce que ce n'est pas ce que Christ a enseigné. Déjà, quand il parle de dîme, offrande, machin, tout ça, la dîme, on ne la demandait pas aux pauvres. Oui. On l'a demandé à des personnes qui possédaient des terres. Mais au pays, qui paye la dîme? Qui donne au pasteur? Qui se couche devant ces pasteurs-là? Mais c'est ce peuple-là qui est amorphe, c'est ce peuple-là qui n'a pas de moyens. Et donc, ce manque à gagner fait que ces gens-là ont besoin, ils demandent au gouvernement mais nous aussi on a besoin de ça, nous aussi on a besoin de ça. Mais en même temps, il faut aussi l'avouer que je n'ai pas compris aussi la décision d'ouvrir des bars où l'alcool coule à flot, les gens vont se créténiser davantage et ne pas ouvrir des églises où peut-être les gens, même si... Les bars sont des entreprises. Il y a des employés qui gagnent leur vie. Mais quelle est la conséquence après? C'est une entreprise. Oui, mais c'est une entreprise. Et est-ce que c'est vraiment des grosses entreprises? Est-ce que c'est des grosses entreprises? Vu le nombre de bars qu'il y a à Kinshasa, par exemple, certainement, ce sont des entreprises qui emploient des milliers de personnes. Mais est-ce qu'ils contribuent à combien à l'échelle de l'économie congolaise, les bars? Oh, ben, tu sais, c'est moi qui pose des questions, mais bon, je vais quand même me permettre de répondre. On dit qu'il y a trois sortes de mensonges. Ouais. Il y a les statistiques. Ouais. Donc parmi les trois mensonges, c'est-à-dire qu'on peut manipuler exactement, à des fins. Donc, c'était une parenthèse. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de bars, est-ce que tu ne penses pas que... on parle des églises plutôt. Je ne pense pas que ces églises sont un peu une sorte de mouroir du savoir, de l'intelligence. Bon, quand on parle de l'église, là je parle de l'église selon la définition de Christ. Oui. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la passerelle du savoir. C'est-à-dire que le savoir passe par l'église. Ah bon? C'est ça. Le vrai savoir, le savoir qui vient de Dieu, passe par l'Église. La sagesse passe par l'Église. Dans les Écritures, le Seigneur le dit que Dieu veut enseigner sa sagesse au travers de l'Église. Mais nous le savons très bien, quelqu'un qui n'a pas de savoir ne va communiquer que l'ignorance. Donc quelqu'un qui s'autoproclame pasteur, qui s'autoproclame évêque, qui s'autoproclame chrétien, que sais-je encore, et qui n'a pas ce savoir qui vient de Dieu, mais il va communiquer quoi? Donc ces fausses églises sont effectivement des mouroirs, comme on le disait autrefois, la religion, donc la mauvaise, est l'opium du peuple. Ah, c'était pas la religion mauvaise. Non, mais moi je dis la religion mauvaise, parce qu'il y a la mauvaise religion qui est l'opium du peuple. Et là, elle n'est pas que chrétienne. Vous avez ici en France, là, je ne parle pas de la religion chrétienne par exemple, parce qu'aujourd'hui au Congo on dit oui c'est la religion chrétienne, les églises, mais je vous donne le cas des mosquées.
les gens qui vont faire des attentats ici en France, ce sont les chrétiens. La religion, c'est l'opium du peuple. Oui, mais au Congo, tu as parlé des églises. Tu as dit les églises. Oui. Mais je t'ai dit, bon, je prends les cas par exemple là, on parle des églises évangéliques. Hein. Ici en France, ceux qui se sont fait sauter, ce n'étaient pas les chrétiens. À Rome, ceux qui sont accusés de pédophilie, ce ne sont pas Je pose une question. Quand on est chrétien, ouais. On n'est pas un peu fanatique? Non, ça veut dire quoi fanatique? Fanatique de qui? Si tu me dis quand on est chrétien, est-ce qu'on ne suit pas la voie de Christ? Je dirais bien sûr que oui. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est être comme Christ. Mais Christ a été comment? Le Christ le vrai, est-ce que c'est celui qu'on nous présente? C'est ça la différence. Si on est fanatique de Christ, je dirais que oui, parce que c'est ça le but. Si on veut suivre Christ, parce que c'est le modèle parfait, parce que c'est l'homme parfait, parce que c'est la sagesse faite chair, oui, cette sagesse qui a bouleversé le monde et qui a fait qu'aujourd'hui on parle encore de lui. Même ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas parlent de lui. Est-ce que la religion est compatible avec la raison? Est-ce que la religion est compatible avec la raison? Là, on rentre dans ce qu'on appelle la philosophie. Oui. Donc, on parle de René Descartes, qui a théorisé toutes ces choses-là. René Descartes a commencé par douter. Douter de tout. Mais c'était un doute méthodique, à contrario du doute sceptique. Lui, il a douté de son existence. Il a douté de l'existence de Dieu. Et il est arrivé à un point où il a dit, c'est René Descartes, que le fait que je pense même à douter de mon existence, c'est que quelque part, il y a un brin de moi qui est conscient. Il y a un brin de moi qui existe. Donc cette conscience appelle une forme d'existence. Donc déjà de son existence. Et puis il dit, mais d'où me vient cette conscience-là? Elle me vient d'un être suprême. Et c'est cet être suprême qu'il a appelé Dieu. Donc son doute, qui était parti de la raison, l'a conduit à la conscience, qui l'a conduit à une vraie spiritualité, donc à la reconnaissance de l'être suprême. Donc, celui qui utilise sa raison, quand on parle de la raison, donc voilà un peu l'œuvre de la conscience d'une certaine mesure, mais par contre, cette œuvre de la conscience ou de la raison, elle est bâtie selon des référencements, selon l'éducation que tu as reçue, selon l'environnement dans lequel tu t'es retrouvé, selon les livres que tu as lus, selon des auteurs que tu aimes. C'est ça qui bâtit ce que tu es, qui bâtit ta raison. Si tu viens d'une famille chrétienne, tu vas observer le monde selon cette pensée-là. Si tu as étudié à Harvard, tu vas observer le monde selon ce que tu as reçu à Harvard. Si tu as étudié, je ne sais pas, dans une broussaille, tu vas penser le monde comme ça. Maintenant, est-ce que la religion est compatible avec ça? Mais la religion, la bonne, elle t'enseigne le savoir de Christ, qu'on n'enseigne pas à Harvard, ni à Sciences Po, et encore moins ailleurs. Tu parlais tout à l'heure, on parlait de la religion, de la Bible. Une question, hormis la Bible, quel autre livre pourrais-tu conseiller à ceux qui nous regardent? Quel autre livre je peux conseiller à ceux qui nous regardent? Je leur conseille d'observer la nature et ils comprendront les choses de l'esprit. Peut-on penser, connaître et comprendre l'histoire, connaître et comprendre la vie seulement en lisant la Bible? Tu peux répéter la question? Peut-on penser, connaître et comprendre l'histoire, connaître et comprendre la vie seulement en lisant la Bible? Déjà, il faut se poser la question, c'est quoi la vie? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Et tu réponds à ta propre question. Non, mais c'est ça la question. C'est-à-dire que si on répond déjà à cette question, c'est quoi la vie, on va comprendre beaucoup de choses. Blaise Pascal s'est posé cette question. Et il est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas définir la vie. Blaise Pascal, qu'on ne pouvait pas définir la vie, mais qu'on pouvait choisir de donner un sens à ce mot-là. C'est-à-dire, dans la société, on peut choisir quel sens on donne à ce mot. Ça veut dire que moi, je donne à la vie le sens que je veux. Toi, tu donnes à la vie le sens que tu veux. Mais pourtant, c'est un seul mot. Il doit avoir une définition.
Moi, j'ai ma définition de la vie, et qui pour moi est la vraie. La vie, c'est la source de tout. On est d'accord? C'est le contraire de la mort. La vie, c'est la source de tout. Maintenant, la source de tout, si on va plus loin... La mort, c'est une sorte de vie aussi. Ce n'est pas une sorte de vie, c'est la fin de vie, c'est l'absence de vie. D'accord. La mort, c'est l'absence de la vie, tout simplement. C'est comme si tu me disais, les ténèbres, c'est une forme de lumière. Impossible. C'est l'absence de la lumière, tout simplement. Donc, maintenant, pour comprendre la vie, effectivement, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Mais est-ce qu'il ne faut lire que la Bible pour comprendre la vie? Non. Apparemment, chez les chrétiens, oui. Non, mais quand on parle des chrétiens, c'est ceux qui sont comme Christ. Est-ce que Christ a... qu'est-ce que Christ faisait? Comment Christ a été formé? Comment Christ a vécu? Christ lisait aussi les Écritures, parce que quand on parle de la Bible, il faut faire attention. La Bible englobe les écrits des apôtres, les écrits de la loi que Dieu a donnée à Moïse, donc les 5 premiers livres, les écrits des apôtres, les écrits des prophètes et les psaumes de David. C'est ça qu'on appelle globalement Bible. Mais quand le Christ est venu, la Bible, comme nous la connaissons, n'était pas encore composée de cette manière-là. Mais il y avait la loi de Moïse que le Christ lisait et qui, quand Christ parlait, il faisait référence à la loi de Moïse. Il y avait les écrits des prophètes, Christ en faisait référence. Il le lisait parce que ça parlait de lui, ça rendait témoignage de lui. Maintenant, il faut comprendre cette Bible-là. Et moi, par là, je vais poser une question, je vais me permettre de poser la question. C'est moi qui pose la question. Donc, tu vas poser la question et puis répondre à ta question. Accorde-moi cette possibilité de poser la question. Ouais. Imagine, je t'écris une lettre. Oui. Et je te dis, il faut qu'on fasse comme convenu. Quel est le contenu de cette lettre? Maintenant, quelqu'un d'autre récupère la lettre et va dire à quelqu'un d'autre, à son ami, ah tiens, Junior et Kevin ont convenu d'aller boire un verre. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai dit dans ma lettre? Il l'a interprété à sa manière. Oui. Mais moi, j'ai dit, il faut qu'on écrive, il faut qu'on fasse comme convenu. Donc, pour comprendre le contenu de la lettre, il faut comprendre ma pensée. Donc, il faut être avec moi. Il faut que j'accepte de te donner ma pensée. Ou il faut être en connexion avec Junior qui connaît ma pensée, qui accepte de te donner ma pensée. C'est la même chose avec la Bible. La Bible, c'est la pensée de Dieu couchée par écrit. Donc quelqu'un peut la lire et ne pas la comprendre. Quelqu'un peut la lire et l'interpréter à sa manière. Est-ce que c'est la faute de la Bible? Non. C'est la faute de celui qui interprète à ses fins la Bible. Je vais poser une autre question. J'entends ça et les gens en parlent de plus en plus. Ouais. Certains, en tout cas chez les panafricanistes, certains disent que Jésus-Christ était noir. Ouais. Qu'en penses-tu? Bon, Jésus était noir, la question de savoir, et après? Et après? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire, tu m'as posé une question, je me permets quand même. C'est-à-dire que ici, aujourd'hui, tu es Kevin Ngunga, tu es noir. Ouais. 10 siècles plus tard, on vient à tes arrière-petits-enfants, on leur dit que non, Kevin était... ça change belge. Quand même quelque chose. Était belge. Bon. Maintenant, la question que je me pose par rapport à Christ, comment est-ce que Christ s'est présenté devant les gens? Est-ce qu'il s'est présenté lui-même comme un noir, comme un blanc, comme un je ne sais pas, comme un Coréen ou non? Il y a certains qui se sentent un peu... Parce que même si on va dans le sens où il s'est présenté comme étant juif, mais le peuple juif de l'époque, est-ce qu'il avait cette peau que moi j'ai? Est-ce qu'il avait la peau blanche? On dit que oui. Ah, maintenant, on dit que oui. Il avait cette peau noire, ou pas? Les panafricanistes disent qu'il avait la peau noire. Exactement. Maintenant, ces mêmes panafricanistes doutent de ce Jésus-là qu'ils considèrent être leur frère. C'est paradoxal. Jésus est votre frère, mais vous doutez de lui. Mais parce qu'on nous a présenté un Jésus qui n'est pas le nôtre. Est-ce qu'il y a-t-il un homme dans ce monde qui n'aime pas la vérité? Y a-t-il un homme dans ce monde qui déteste la vérité? Qui a horreur de la vérité? Ça dépend de la vérité. Même le plus grand des menteurs aime la vérité. Aimerait savoir, connaître la vérité. Tu vois? Maintenant, Christ s'est présenté comme étant la vérité. Personne ne peut le refuter. Sauf que... Il y a un philosophe qui a dit
Le problème Ouais. n'est pas que tu m'aies menti. Ouais. Le problème est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Mais pourquoi tu ne croirais plus? Pourquoi tu ne croirais plus? C'est pas parce que tu m'as menti, tu m'as menti une fois, je ne pourrai plus croire à tout ce que tu me racontes. Mais ce n'est pas Christ qui a menti, Christ n'a pas menti. C'est ce que je t'ai dit. Non, la Bible a été apportée en Afrique Par les colons, tu veux dire? par les colons et c'était dans un but. Est-ce que tu penses que dans un but est-ce que précis. tu penses qu'avant, parce qu'il faut lire la Bible pour la Ouais. comprendre. Mais moi, quand je lis la Bible, je vois que les apôtres étaient en Afrique avant que les colons n'arrivent. Dans la Bible, on parle des Éthiopiens, de l'unique Éthiopien. En tout cas, l'Éthiopie, c'est pas peuplé des Blancs, hein. Encore moins des Arabes. C'est peuplé des Noirs. On parle de la reine de Saba, déjà à l'époque de Salomon. Et l'histoire aujourd'hui montre, selon certains, que... Supposons que c'est un mensonge. Supposons que Jésus était noir. Tu ne penses pas qu'une bonne partie de cette histoire doit être disqualifiée Pourquoi? parce que c'est fondé sur les mensonges. Non, mais en fait, Christ s'est présenté comme étant la parole faite chair. Vous voyez, dans les Écritures, on le dit très bien. Le juif de surcroît. Ça, je te le concède. Mais dans les Écritures, on le dit très bien que nous avons connu Christ selon la chair. Aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Aujourd'hui, Christ est esprit. Quand on parle de Christ, on parle de l'esprit. Aujourd'hui, on présente Mandela, par exemple. Mandela, c'est quelqu'un qui est adulé non pas par des Noirs seulement. Mandela est cité en référence par les Arabes, par les Pakistanais, par les Blancs et consorts. Non pas parce qu'il était noir, mais parce qu'il avait une pensée qui plaisait à l'humanité. Il a une pensée qui rencontre toute l'humanité. Et moi, je pense que je ne suis pas dans cette optique où il faut parler du noir, de l'arabe. Sinon, on va tomber dans les mêmes travers qu'on condamne. Les panafricanistes condamnent les racistes, mais eux-mêmes se présentent comme étant racistes en faisant tout ça. Je ne dis pas qu'ils sont racistes. À chaque action correspond à une réaction. Non, mais il faut qu'il y ait la bonne réaction. Il faut que la réaction soit proportionnée. C'est quoi la bonne réaction? Je te donne un exemple simple. Est-ce que parce qu'un chien aboie lorsque tu passes, que tu vas aboyer comme lui? Tu vas te mettre à quatre pattes pour aboyer comme un chien parce que le chien aboie quand tu passes? Non. Si tu aboies comme un chien, c'est toi qui seras mal vu, on va dire, mais tu es fou. Donc on ne peut pas changer sa nature en fonction de l'attitude des autres. Ça, c'est pas possible. Un Africain a des valeurs. Un Africain, ses valeurs, ce n'est pas... On sait très bien, c'est ce qui nous a causé du tort d'ailleurs, notre bienveillance, notre savoir-être, c'est ce qui nous a causé du tort parce que le colon a exploité ce truc-là pour nous coloniser et nous ravir nos biens. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes appelés à garder ces valeurs-là. À garder ces valeurs-là. Donc, pour revenir à ce que l'on disait par rapport à Christ, c'est que Christ s'est présenté comme étant la vérité. Et cette vérité ne concerne pas que les Juifs, les Arabes, mais ça concerne tout le monde. Ça concerne l'humanité tout entière. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Mandela, par exemple. Je peux donner l'exemple de Malcolm X. Je peux donner l'exemple, aujourd'hui, on parle de Victor Hugo. Tous les Africains citent Victor Hugo, mais on sait très bien que Victor Hugo, c'était un raciste. Exactement. Mais est-ce que les Noirs ont peur de citer Victor Hugo? Pour moi, oui. Toi, oui, parce que tu le sais maintenant. Je l'ai su et puis mais pourtant, il est enseigné en Afrique. Pourtant, il est enseigné en Afrique. Pourquoi il est enseigné? Non pas parce qu'il était raciste, mais à cause de ce qu'il a écrit qui a touché un certain nombre de personnes. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que le message de Christ est un message universel. Ce n'est pas un message qui est dédié aux Africains, dédié aux Arabes, dédié aux Blancs. Je reviens un peu à ce que tu avais dit tout à l'heure. Il faut qu'on revienne sur nos valeurs, nos savoirs. C'est vraiment les termes que tu avais employés. Nos savoirs spirituels, nos savoirs, tu l'as dit. Est-ce que le christianisme, l'islam, ça fait partie de nos savoirs? Bon, maintenant, quand on parle du christianisme, lequel? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est ce que je viens de dire. C'est que quand on parle de christianisme, on l'identifie directement au catholicisme. Mais pourtant, ce n'est pas forcément ça.
J'ai bien dit. Les autres sont des enfants du Christ. Est-ce que Christ a prêché le christianisme? Non. Voilà. Christ n'a pas prêché le christianisme. Ouais. Donc, quand je parle du vrai savoir, c'est le savoir spirituel. Ce savoir spirituel qui vient du Créateur. Simo Kimbangu. Aujourd'hui, prenons le cas de Simo Kimbangu. Parce que certains Africains et panafricains parlent de Simo Kimbangu comme étant le prophète des Africains. Mais qu'est-ce que Simo Kimbangu a dit? Qu'est-ce que Simo Kimbangu a prêché? Tu sais, bientôt je vais recevoir quelqu'un qui viendra aussi parler de Simo Kimbangu. Et j'ai analysé sa philosophie, si je puis me permettre. C'est exactement la conception de Michel Onfray sur son livre Décadence, où il explique que Jésus, c'est une fabrication. C'est une fabrication. C'est une fabrication. Bon. Et la personne que je vais bientôt recevoir explique aussi la même chose que Simo Kimbangu. C'est une fabrication. Il n'a jamais existé. Mais cette personne-là n'a qu'à s'informer. Moi, je suis du Congo. Donc il s'est informé. Non, il ne s'est pas très bien informé. Je suis désolé, il ne s'est pas très bien informé. Moi, je suis du Congo central, donc du bas Congo. L'histoire de Simo Kimbangu, je n'étais pas sur place, mais je la connais quand même. Donc, Simo Kimbangu a très bien existé. Et de toute façon... Parfois la mythologie est beaucoup plus... Non. C'est la réalité. Hein. Je ne pense, si je te parle de Spider-Man, mais Spider-Man, on sait quelque chose. On sait tous que c'est un film. On sait tous que c'est une fiction. Mais Simo Kimbangu, il y a des traces de sa prison, il y a des traces de tout un tas de choses qui fait qu'il a existé. Je ne sais pas. Il va se défendre, mais il explique que c'est une création. De qui? Et c'était vraiment pour anéantir tous les Ngunza à l'époque. Parce que ça faisait... Simo Kimbangu, effectivement, c'était un Ngunza. C'était pour anéantir, donc on a trouvé, on a créé quelque chose. Mais qui l'a créé? C'est ça la grande question. Les colons. Pourquoi le colon va créer quelqu'un qu'il va lui-même écraser? Et ça a permis justement d'anéantir tous les Ngunza qui ne voulaient pas des... Pourquoi le colon... pas du catholicisme. Pourquoi le colon va créer un personnage qu'il va détruire lui-même? Normalement, quand tu crées un personnage, c'est pour le valoriser, au détriment des autres. Mais comment tu vas créer un personnage dans un film où tu apparais comme toi-même le bourreau, pour que ces gens-là te haïssent encore davantage? C'est complètement absurde, cette histoire-là. Moi, je pense que, en prenant le cas de Simo Kimbangu, par exemple, il a prêché 3 choses. Mibeko, Bolingo, Misala. La loi, le travail et l'amour. Ces 3 choses-là. Est-ce que ces 3 choses sont incompatibles avec le message de Christ? Christ a prêché l'amour. Il a prêché le travail. Il a prêché la loi. Le respect de la loi. Christ n'a jamais demandé... Le travail sous forme du capitalisme qu'on voit maintenant. Ben justement le contraire. Justement le contraire. C'est pour ça que j'ai dit que quand je parle des valeurs, des vraies valeurs, ce sont les valeurs du Créateur. L'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une valeur créatrice. L'amour, c'est un principe créateur, c'est le principe de tout. C'est même le principe à la base de la famille. Parce que la famille, ce n'est pas un lien de sang, c'est d'abord un lien d'amour. Parce que mon épouse et moi, on n'a pas le même sang, mais on fait partie d'une même famille, si je vais dire ça comme ça. Nous sommes à la base de la famille. Le travail, c'est ce qui permet à l'homme de s'épanouir. Et quand je parle du travail, ce que tu fais, c'est un travail. Et ça permet à toi de t'épanouir, à moi de m'exprimer, mais ça permet aussi aux autres d'accéder à un certain savoir et de s'instruire. C'est ça le travail. La loi permet aux hommes de vivre correctement en société. S'il n'y a pas de loi, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie, donc c'est de la mort. Les gens vont se tuer. C'est ça, en fait, le vrai message de Christ. Et ce message-là doit être enseigné en Afrique. C'est ça qu'on doit enseigner en Afrique. Et pas qu'en Afrique, même ici en Europe. Est-ce que les gens s'aiment vraiment dans le monde? Les gens ne s'aiment pas vraiment. Est-ce que les gens aiment le travail? Non. Les gens aiment la distraction, la volupté. Et ça, c'est pas que dans le christianisme ou dans la religion qu'on le dit, même chez les philosophes. Le travail tel que conçu actuellement, les gens n'aiment pas. Ça, c'est une évidence. Justement parce que le travail actuel, c'est un travail qui détruit. Parce que ce n'est plus un travail qui anoblit. Les gens ne travaillent plus par passion, mais travaillent par obligation. Parce qu'ils ont un crédit à payer, ils ont ceci à faire. Et les gens, il n'y a plus de créateurs. Enfin, si je veux dire des créateurs comme autrefois.
Il n'y a plus des gens qui sont capables même si tu peux créer quelque chose, il n'y a plus cette finesse dans le travail, comme on connaissait autrefois. Il n'y en a plus. Il y a de moins en moins d'intellectuels. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un procès au Congo, on en a parlé. Et un des avocats a défini l'intellectuel comme quelqu'un qui était devenu une denrée rare. J'ai bien aimé d'ailleurs, parce que l'accusé se présentait comme étant un intellectuel, et il y a eu un débat sur l'intellectuel, sur ce qu'est l'intellectuel réellement. Oui, on va y revenir tout à l'heure. D'ailleurs, on peut en parler. Mais que penses-tu de ces procès-là, le procès de 100 jours, le procès Vital Kamerhe? Bon, je ne vais pas commenter la décision de justice parce que c'est la décision de justice. Le juge a jugé bon de trancher comme ça, parce que c'est comme ça d'ailleurs que la loi congolaise fonctionne. La loi pénale congolaise, c'est la conviction du juge seul. Et le juge a tranché et a décidé de condamner M. Kamerhe à la peine maximale. C'est son choix. M. Kamerhe est dans son droit de faire appel. Mais si je dois faire un commentaire, pas sur le plan du droit, mais plus sur le plan de ce que j'observe, ce procès a quand même permis de comprendre que nous sommes quand même dirigés par, je vais être fort quand même, mais par des incompétents. Il y a une forme d'incompétence et de légèreté dans la gestion de la chose publique. On est dirigé par une bande d'arrivistes. Exactement. Et là, je ne parle pas seulement, je parle pas du gouvernement actuel seulement, mais je parle de... Parce que quand dans le procès, on a vu défiler des commerçants, on a vu défiler des policiers, des militaires, on a vu défiler des avocats aussi, on a également vu défiler des politiques et de l'administratif. Mais dans toutes les couches, il y a des insuffisances. C'est-à-dire quelqu'un qui va, par exemple, quelqu'un qui va vendre un terrain au nom d'une personne qui n'est pas présente et on lui... Et donc, il n'y a même pas de procuration. Et sur un terrain c'est le Congo qu'on aime, qui vend des millions de dollars. Et il y a un comptable public qui ne fait pas de la politique, qui est dans, on va dire peut-être dans l'administratif, qui va récupérer de l'argent de l'État en liquide à la banque centrale et qui va se trimballer avec et qui va le donner comme s'il allait vendre de la drogue à quelqu'un. Et ça, c'est des insuffisances. Il y a un conseiller à la présidence qui, pour vérifier la qualité de l'entreprise avec qui la République doit coopérer, signer un contrat, va vérifier sur Google. Ma fille sait utiliser Google. Et ce jour-là, il dit, je n'étais pas présent et mes collègues se posaient la question de savoir comment ils allaient faire, parce que c'est moi qui suis expert dans la recherche Google. C'est quand même extraordinaire. Et quand je vois que des millions d'euros sont décaissés à la Banque centrale et que la Banque centrale n'est pas en mesure de faire un suivi pour savoir ce que cet argent a fait, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je vois la qualité de certains avocats, je me dis, c'est une horreur, quoi. Heureusement qu'il y en a eu 2 ou 3, parce qu'ils étaient profs d'ailleurs, qui ont quand même essayé de redorer un peu l'image. C'est la raison pour laquelle Vital Kamerhe fait recours à un avocat français actuellement. Par exemple, mais c'est une insulte pour ces avocats, excuse-moi de le dire. Bon, après, il a le droit, mais quand on ne fait pas confiance à ces avocats, c'est qu'il y a quelque chose. On constate que... Moi, si je peux vraiment parler, je me permets, je ne critique pas le travail des avocats, ils font un travail très sérieux, mais peut-être que la méthode qu'ils ont choisie n'était pas la bonne. C'est-à-dire le jour où on va plaider, le jour de la plaidoirie, lever une question de prioritaire, une QPC, enfin ici on appelle ça QPC, mais une question de constitutionnalité le jour de la plaidoirie, mais ça ne se fait pas. Décider de ne pas plaider, après plaider, même les avocats de Jamal, on sentait qu'il y avait, lorsque la dame, elle s'exprimait, l'avocate, elle s'exprimait, les autres lui disaient non, 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 tu ne t'exprimes pas. On ne savait pas qui faisait quoi. Ah, il y avait un avocat qui avait brillé, Maître Bokolombe, je crois, et qu'on a pu retrouver à la suite du procès. Enfin, on ne savait plus à un moment donné ce qui se passait. Et lors du verdict, on a senti quand même le juge assez nerveux, comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et puis la mort du juge Yanni. Enfin, il y a quand même des choses qu'on n'a pas certainement compris.
Bon, d'autres vont dire qu'il y a un procès politique et tout ça. Bon, ça c'est dans le domaine politique, chacun va dire ce qu'il veut. Mais c'est quand même, ça fait quand même mal de voir que dans ce pays-là, on peut mieux faire les choses, mais les choses ne se font pas comme ça devait se faire. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des Congolais comme nous, comme toi et comme d'autres pour rentrer dans ce pays-là et faire quelque chose. Et je suis même sûr qu'en rentrant dans le pays, j'ai des amis qui travaillent, même qui sont haut placés et qui me disent la méthode de travail que nous avons, elle n'est pas appréciée par les vieux qui sont là depuis longtemps. Et ces vieux-là te disent, mais je vais le dire c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut exactement. les déloger. Ces vieux-là te disent, mais oui, mais petit, toi tu viens nous apprendre à travailler comme vous travaillez. Ouais. Non, nous on a travaillé ici depuis longtemps et ça a toujours été comme ça. Alors ça ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Complètement déconnectés de la réalité. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Congo est sur une bonne voie? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça, je vais donner ma position. Je pense que celui qui est à la tête du pays a quand même le souci de bien faire les choses. Je le sens, c'est du plus profond de moi, je peux pas, voilà. Je sens qu'il est entouré d'incompétents. Malheureusement, il est entouré des gens qui n'ont pas été préparés au pouvoir. Oui. Pas forcément qu'ils sont incompétents, peut-être qu'ils sont compétents dans certains domaines, parce qu'il y a quand même des profs qui sont avec lui, quand même des gens qui ont quand même un certain bagage, mais peut-être qu'ils n'étaient pas préparés à aller au pouvoir. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas que, tout le monde ne s'attendait pas d'ailleurs, que ça arrivera un jour qu'on arrive au pouvoir. Donc je pense que ça prend du temps, et qu'il y a aussi une dimension politique avec comment on appelle ça, c'est pas la cohabitation, mais la coalition qu'il a avec les membres du FCC. Donc il y a tout ça qui fait que ça traîne un peu, quoi. Mais je pense qu'il a quand même une bonne conscience et il veut bien faire les choses et il donne des bons signaux quand même si ça tâtonne, mais peut-être qu'on va voir ce que ça va donner à la fin de son mandat. Je reviens sur le cas de la CENI et faire un peu le parallèle avec Jésus-Christ. Ouais. On va faire un peu de fiction. Ouais. Quand on voit tous les pasteurs qui font partie de la CENI, qui veulent faire partie de la CENI, si on demandait à Jésus... Il n'y a pas que les pasteurs. Hein. Les pasteurs et les prêtres. Ah ben bien sûr, il faut le dire. Oui. Ils sont tous pareils. Ah. Si on demandait à Jésus de faire partie de la CENI, quelle serait sa réponse? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est tout. Donc il n'en ferait pas partie? Mais bien évidemment que non, il n'est pas venu pour ça. Donc avec c'est une hérésie, quoi. Je ne dirais pas que c'est une hérésie, peut-être que ils sont peut-être trompés par leur bon sens. Je pense que c'est ça. Leur bon sens. Voilà. Ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, c'est la société civile comme on le dit, peut-être qu'on a une carte à jouer, peut-être qu'on peut aider le pays, mais vous savez, tu ne peux pas rentrer dans un univers que tu ne maîtrises pas. Et c'est un univers qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des choses qui les échappent. Ouais. Il y a un pasteur qui voulait qui avait postulé pour devenir député. Un autre pasteur lui disait que tu n'y arriveras pas. Il n'a pas cru à ça, il est quand même rentré dedans et c'est là qu'il a compris que tu ne peux pas. Parce que c'est tout un système. Et ce système-là, tu ne peux pas le détruire comme ça si tu es seul et tu ne connais pas les rouages de ce système-là. Et ces gens-là rentrent à la CENI, ils ne connaissent pas comment ça se passe, ils ne savent pas comment ça se passe. Et la plupart n'ont pas été formés au combat. Ils n'ont pas été formés au combat. Parce que quand tu combats contre un adversaire, il faut t'attendre à tout, il faut accepter. Moi je dis toujours, on ne devient pas martyr le jour où on est déclaré martyr, mais on devient martyr le jour où on accepte d'aller au combat qui mène à la mort. C'est ce jour-là qu'on devient martyr. C'est-à-dire qu'on accepte tout ce qui va arriver. Et je ne suis pas sûr que ces prêtres, ces pasteurs vont accepter un appel d'un haut placé qui va leur dire « tu votes tel, si tu ne le fais pas, je te tue ». Je ne pense pas qu'ils vont l'accepter. Je reviens sur le Congo. Ouais. Le Congo est un pays qui connaît, en plus ça va être ton métier, un pays qui connaît guerre sur guerre, viol sur viol, et derrière tout cela, il y a aussi des victimes. Ouais. Le contexte étant spécifique, penses-tu qu'un jour ces victimes seraient en droit de réclamer réparation? Bon, je pense elles sont en droit de réclamer réparation parce que quand on est victime, on s'attend à ce que la justice fasse son travail. Et la justice a deux manières de faire les choses. La première, c'est de condamner
l'auteur, et la deuxième, c'est de réparer la victime dans ses droits. Et c'est au travers de l'auteur. Donc en pénal, on parle de l'action publique et de l'action civile. L'action publique, c'est l'État qui... Enfin, on condamne l'accusé ou l'auteur, et l'action civile, c'est que l'on condamne également l'auteur à verser des dommages et intérêts à la victime. Maintenant, est-ce que ces victimes sont en droit de le réclamer? Bien sûr que oui. Mais est-ce auprès que la de justice qui? congolaise prévoit une réparation des victimes par rapport à tout ce qui Bon, se passe je pense que la justice a des mécanismes, mais qui ne sont pas forcément efficaces. Parce que ces mécanismes-là font qu'il faut qu'on trouve l'auteur et que ce soit l'auteur qui répare. Mais sauf qu'on peut faire mieux que ça. Parce que ce sont des préjudices qui fait que les auteurs ne sont pas forcément connus. Ils ne sont pas forcément connus parce qu'il y a des auteurs directs et des auteurs indirects. On a parlé des multinationales, mais personne ne sait qui c'est vraiment. Si vous allez poser la question, on peut les identifier, mais ils ne te diront pas que c'est nous qui l'avons fait. Ah si, quand bon. Ils ne te diront pas forcément que c'est... pas, mais s'il faut le prouver. Oui, on peut parvenir, on peut arriver à le prouver. Mais maintenant, moi, je pense que si on peut proposer quelque chose, moi, je plaide pour ça d'ailleurs. Je plaide pour la création d'un fonds en faveur de ces victimes. C'est ce qui s'est passé en France. D'ailleurs, c'est là où je travaille, au fonds de garantie. Le fonds de garantie a été créé parce qu'à un moment donné de l'histoire de la France, dans les années 80, ils ont fait face à une forte vague d'attentats. Oui. Donc il y a eu une forte vague d'attentats, le gouvernement a pris ses responsabilités, il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour indemniser ces victimes-là? Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces victimes à se retrouver, à se reconstruire, voilà, c'est le terme que je cherchais, à se reconstruire. Ben, ils ont créé un fonds de garantie. Et ce fonds de garantie, c'est le législateur, donc le législateur a adopté une loi qui a abouti à la création du fonds de garantie en faveur des victimes d'attentats terroristes. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que des victimes d'attentats terroristes. Exactement. Parce que les attentats peuvent arriver aujourd'hui, 10 ans après, ça réapparaît, mais il y a des victimes de tous les jours. Donc on a étendu cela, on a étendu les missions du fonds de garantie. Avant, ça s'appelait, je ne sais plus, FIVAT, je crois. Mais après, la FGVAT, mais après, on a changé le nom, c'est devenu Fonds de garantie, FGTI, Fonds de garantie du terrorisme et des autres infractions, avec le FGAO aussi. Mais on a élargi ces missions du Fonds de garantie. Donc, on a fait en sorte qu'on indemnise non seulement les victimes d'attentats terroristes, mais les victimes également d'infractions de droit commun, c'est-à-dire viol, agression et consorts. Et avec le temps, en 2008, on s'est rendu compte également qu'il ne fallait pas qu'indemniser, mais il fallait aussi accompagner ces victimes-là. Donc accompagner ces victimes-là, certaines victimes, parce qu'il y a des victimes qui ont subi des préjudices lourds, mais il y a des victimes aussi qui ont subi des préjudices légers, mais à qui on demande simplement on demande à l'auteur de les allouer des dommages et intérêts, mais ces victimes n'ont pas la capacité de récupérer ces sommes-là auprès des auteurs. Et en 2008, le législateur toujours a mis en place un dispositif, c'est d'ailleurs dans lequel je travaille, qu'on appelle le SARVI, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions. Ce service-là va accompagner les victimes dans le recouvrement des dommages et intérêts. Ouais. Donc on peut faire la même chose au Congo. D'autant plus que le mode de financement, par exemple du fonds de garantie, ne dépend pas de l'État, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dotation budgétaire de l'État. C'est-à-dire l'État ne met pas la main pour financer le fonds de garantie. C'est financé par les contributions des assurés. Chaque assurance qu'on paye, dans chaque assurance qu'on paye, il y a une partie qui est versée au fonds de garantie. Et le deuxième mode de financement, c'est les recours, comme je disais, le recours contre les auteurs. Donc une fois qu'on accompagne la victime dans le recouvrement de ces sommes, la victime nous donne un mandat, nous, on va récupérer l'argent qui reste auprès de l'auteur. Donc c'est ça le deuxième mode. Et puis le troisième mode de financement. C'est titanesque, quand même. Bien évidemment. Pour le cas du Congo, bien évidemment. Et le troisième mode de financement, je reviendrai sur le Congo, sont les placements financiers. Donc l'argent qu'on récupère, l'argent qu'on reçoit, on peut les placer un peu partout pour que ça génère encore plus de revenus. Maintenant, dans le cas du Congo, on a énormément d'aides qui viennent de la communauté internationale. On ne sait pas où passent ces aides-là. On ne sait pas qui les reçoit, où ça passe, comment ça se fait, on ne le sait pas. Le cas du Covid est arrivé, ça a bouleversé toute la Terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Congo ? Cet argent est parti où? Il y a eu un fonds qui a été créé, fonds de solidarité, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait rien. Mais les victimes de l'Est du Congo ont besoin de réparation.
au-delà même, c'est-à-dire que même si l'auteur n'est pas arrêté, mais si cette victime apprend à se reconstruire, ça sera une très bonne chose. J'ai appris que le docteur Mukwege, qui d'ailleurs a été connu mondialement et qui sert quand même, qui arrive à consoler ses victimes, certaines de ses victimes, qui plaide également pour la création d'un fonds mondial en faveur de ces victimes. Mais il ne peut pas le faire tout seul, parce que la communauté internationale ne va pas coopérer qu'avec un seul individu. La communauté internationale a besoin de coopérer avec l'État congolais. Les aides doivent passer par l'État congolais, pas par un individu qui demain peut partir et puis tout s'arrête. Mais l'État demeure. Donc on a besoin des gens. Donc, au sein de... Moi j'appelle, je profite pour lancer un appel au président de la République de réfléchir sur la création d'un fonds de garantie. D'autant plus que j'ai appris que son épouse, la première dame, a été primée championne de la lutte contre les violences les violences sexuelles dans les zones de conflit. Donc c'est elle qui doit quand même porter ce message auprès du président que ces victimes-là ont besoin de réparation. Et il y a un moyen de réparer ces victimes-là. J'ai appris par certaines sources que l'ONU a suggéré justement au gouvernement congolais de procéder à la création d'un fonds en faveur de ces victimes. Il est temps de le faire. Comment procéder? Il faut commencer par légiférer. Il faut déjà commencer par légiférer. Mais on n'a pas des députés au Congo. Bon, il y en a, mais on sait ce qui se passe actuellement. Mais c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, mais c'est faisable. C'est-à-dire parce que là, on n'est pas dans le cadre du politique, même si c'est vrai qu'il y a des ramifications, mais on n'est pas dans le cadre du politique, on est dans le cadre quand même de la nation, on est quand même dans le cadre de l'humanité. Un peu d'humanité. Ces victimes-là ne demandent rien d'autre que réparation. Ces victimes ne demandent rien d'autre que justice. Et la justice passe par la réparation. La justice passe aussi par une forme de solidarité collective. Il y a des gens qui dépensent des millions en jetant ça dans la poubelle, en se faisant chanter par des musiciens. Ouais. Mais est-ce qu'on ne peut pas mobiliser ces sommes-là pour créer un fonds en faveur de ces victimes-là? Est-ce qu'il faut passer par des pressions, dès qu'il y a une mobilisation, ça ne suffit pas, il faut vraiment... je pense qu'il faut expliquer... Je pense que peut-être que le chef de l'État a cette vision-là, mais peut-être n'est pas entouré, ou peut-être pas, peut-être qu'il n'est pas entouré... Il est dépassé par... Bon, c'est pas qu'il n'est pas dépassé par la fonction, mais peut-être qu'il y a énormément de choses à gérer à son niveau. Mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des gens peut-être comme nous qui arrivons à lui transmettre ce message-là, qu'on peut arriver à créer un fonds en faveur de ces victimes. Et moi, je plaide pour créer ce fonds-là, d'autant plus que je suis du domaine. On a la capacité de demander, parce qu'on le fait déjà, de l'aide de la France. Ouais. Parce que le fonds de garantie, aujourd'hui, est un modèle en Europe et même en Asie. On a reçu en 2019 le fonds chinois qui est venu un peu connaître comment nous on fonctionne. Donc c'est quand même un modèle. Donc s'ils ont besoin d'experts... On vit dans les idées des autres. Si l'idée de l'autre est bonne, pourquoi ne pas l'adopter? D'autant plus qu'on a adopté la nôtre. Comme je l'ai dit, la culture occidentale est le paroxysme de la culture égyptienne. Oh. Donc voilà. On va essayer de faire passer le message. Ouais. Et en espérant que toutes ces victimes puissent retrouver... puissent revivre et se reconstruire. Et je pense que c'est une nécessité. C'est vraiment une nécessité. Et d'autant plus qu'on n'a pas besoin de... On a juste besoin qu'un plan soit bien établi. On a besoin des experts, on a besoin des bons conseillers, on a besoin de cette volonté aussi, surtout, de cette volonté venant d'en haut. Et qu'on dise, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait un travail fait en amont, un travail chiffré, et puis aller proposer pour chercher des députés, faire pression pour qu'ils un travail en amont. Moi je te donne mon exemple. Je travaille ici en France au fonds de garantie. S'ils ont besoin de quelqu'un, déjà il faut aussi que le gouvernement ait un œil sur ce que font les Congolais à l'étranger.
est-ce qu'il y a des Congolais capables de faire ceci, cela, ceci? Le gouvernement est obligé de le savoir. Mais il n'y a pas un ministère... bon, il y a un ministère des Congolais de l'étranger. Il y en a, je crois. Il y en avait dans le gouvernement passé, un ministère des Congolais de l'étranger. Et je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, s'ils l'ont toujours maintenu ou pas. Mais il faut quand même que... Moi, ça sert à quoi, ces ministères? Ça, je ne saurais le dire, certainement pour peut-être regarder ce que font les Congolais à l'étranger, comment ils vivent, et puis je ne sais pas. Sincèrement, j'ai aucune information. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que il faut que la volonté déjà vienne du pays. Le pays réfléchisse. Nous, on peut donner des idées, on peut plaider pour ça, mais si la volonté ne vient pas de nos dirigeants, rien ne se fera. Le docteur Mukwege l'a fait. Si on voulait le faire, on allait l'associer à ça. Après, s'il n'y a pas d'experts ou il n'y a pas des gens qui sont capables de le faire, nous, on est là. Moi, je suis en France. Oui. Je peux me porter garant de les conduire vers les experts ou moi-même les conseiller dans ce domaine-là, quoi. D'accord. Voilà. Le message est passé. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant de... Non, je suis très content de l'entretien et je te remercie de m'avoir invité. Ce que je peux dire en dernier lieu, c'est que nous, en tant qu'Africains et jeunes Africains, nous pensons tous à l'Afrique et à son développement. Et nous pensons que l'Afrique ne peut pas se développer sans les Africains. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, ce sont les étrangers qui commencent à miner un peu le terrain en Afrique. On a parlé des Chinois qui achètent nos terres, les Occidentaux qui ont la main mise sur nos ressources. Donc il faut aussi que les Africains eux-mêmes, qu'on ait une classe d'Africains conscientes et des jeunes Africains conscients et qui ont besoin de voir leur pays se développer, enfin leur pays, leur continent, voulais-je dire, se développer. Et pour les Congolais, je dirais simplement qu'on doit arrêter avec la distraction. On doit arrêter de... Parce que quand je suis arrivé en France, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu très peu de Congolais qui venaient du Congo ici à l'université. Je reviens sur... Je vais poser une question, c'est vraiment à côté. Ouais. Enfant, quand tu étais enfant, tu avais un rêve? J'ai eu plusieurs rêves. Oui. L'un des rêves que j'avais, c'était de... Sur un métier, sur... J'aimais beaucoup, c'est vrai qu'il y a eu deux choses. La première chose, c'est que j'aimais beaucoup les voitures. J'aime beaucoup les voitures. Et je pensais à créer une société de fabrication de voitures au Congo, telle que Nissan et autres. Je pensais à ça. Mais avec le temps, je me suis dit, quand j'ai vu l'état des mécaniciens au Congo, je me suis dit non, ça sert à rien, quoi. Je préfère pas, mon père ne voudra pas. Après, je me suis intéressé un peu à la politique, la philosophie, et je me voyais bien, peut-être c'est le rêve des gosses, diriger ce pays-là un jour. Ouais. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas la politique qui change les choses. La politique n'accompagne que le changement. C'est quoi qui change les choses? Il y a beaucoup d'autres choses qui changent le cours d'un pays, mais je ne pense pas que la politique le fait vraiment. La politique accompagne le changement. Aujourd'hui, on a le coronavirus, ça a changé notre mode de vie. Et la politique n'a fait qu'accompagner ce changement-là. Et il y a aussi d'autres modes opératoires qui font qu'on peut changer les choses. Jésus a changé le monde, il n'a pas fait de la politique. Ça, c'est le débat. Donc, aujourd'hui, adulte, est-ce que tu as réalisé tes rêves? Les réaliser, je ne pense pas tant que ça, parce que la preuve, j'ai pas créé encore de société de fabrication de véhicules. Bon, ces rêves-là, je les ai mis de côté. Mais en tout cas, j'ai quand même réussi à faire une bonne partie de ce que je voulais. Mais là, je pense que ce que vraiment je veux, c'est d'être au service des autres. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire avec les associations et autres, mais d'aller encore plus loin, surtout pour ce pays-là. Je pense que je ne veux pas être président ou faire de la politique, mais je veux faire quelque chose. Et aujourd'hui, où je suis avec ces victimes-là, je veux faire quelque chose pour ces victimes. D'ailleurs, ça me permet de penser à une chose. Quand je suis arrivé en France, je travaillais dans la banque et j'avais un projet, avant de travailler là où je suis, j'avais un projet de créer un établissement de microcrédit
pour venir en aide justement à ces jeunes défavorisés qui ont cette volonté d'entreprendre. C'est ce qu'a fait Mohamed Younous, je crois, au Bangladesh. Mais après, je me suis rendu compte que la banque, c'est un secteur assez complexe et il ne faut pas donner de l'argent à ceux qui sont déjà... Enfin, peut-être, c'est très compliqué, je voulais dire. On peut aboutir à une autre forme de capitalisme sans se rendre compte. Et parce que je suis croyant, j'ai demandé à Dieu de m'orienter dans un travail qui me permettrait de gagner ma vie, mais aussi de m'épanouir, mais d'aider aussi les autres. Et ce que je fais me permet vraiment d'aider les autres. D'accord. Parce que accompagner une victime dans le recouvrement de ces sommes, je pense que c'est pas quelque chose de négatif. Tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui, moi, me fait plaisir. Et j'aimerais aller plus loin, en parlant des victimes du Congo. C'est-à-dire que je me pose une question. Étant en Afrique, pourquoi il y a eu cette forte, mais presque brûlante, envie de venir en Europe, où les gens prennent des risques démesurés, quoi. Pourquoi venir en Europe forcément? Ben parce que, je ne vais pas le cacher, je ne me retrouvais... en fait, je n'avais aucune satisfaction de la manière dont on était instruit à l'université. C'est-à-dire qu'on avait... C'est comme si j'accuse mon pays, mais je vais le dire quand même parce que c'est une réalité. On avait tendance à acheter des points. En tout cas, certains achetaient les diplômes. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Hein. Même les politiques achètent les diplômes. Hein. C'est horrible de le dire. Mais moi, je ne voulais pas de ça. Je voulais travailler. Et j'avais compris que le monde évoluait et que ceux qui dirigeaient ce monde-là étaient ceux qui étaient ici. Donc il fallait voir comment ils réfléchissaient. Comment ils réfléchissent. Il faut voir comment ils réfléchissent. Comprendre un peu leur mode de fonctionnement. Pour ne pas subir ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils veulent nous imposer. Et là, je commence petit à petit à comprendre comment ils fonctionnent. Mais je ne peux pas être seul. Il faut être plusieurs. Parce qu'en Afrique, quand on est seul pour combattre le géant, ce sont les autres qui vont te tuer. Ce n'est pas le géant qui va te tuer, il va mobiliser les autres pour le faire. Thomas Sankara en est la preuve. Oui, exactement. D'accord, merci. C'est moi qui te remercie en tout cas. On a fini notre interview, je pense. Et on aura d'autres occasions. En tout cas, j'aimerais bien, ça sera avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Junior. Right, hit that turn on the right, left side of the tires right down the